Vous connaissez forcément tous Post Malone, un des rappeurs les plus influents de ces 10 dernières années aux États-Unis. Il avait explosé notamment en 2015 avec son son sur SoundCloud White Iverson. Par la suite, il avait enchaîné des clips qui ont passé pour certains le milliard de vues sur YouTube. Et pourtant, aujourd'hui, Posty qui fait du rap, eh bien, c'est terminé. Vous l'avez peut-être remarqué très récemment, il a bifurqué vers un autre genre musical qui, lui, n'a rien à voir, clairement. Car là, c'est aujourd'hui 110% de croissance sur le streaming depuis ces 5 dernières années. Des shows à guichet fermé et surtout des stades qui vont jusqu'à 80 000 places qui sont aujourd'hui bondés. Non, je ne vous parle pas ni du rock, ni de l'électro, ni du rap, je vous parle bel et bien aujourd'hui de la country. Et tout ça, c'est pas une blague, hein. Aujourd'hui, des Drake ou des Travis Scott, ils sont en train de plafonner à 30% de croissance par an à peu près, alors que pendant ce temps-là, des noms beaucoup moins connus comme Zach Bryan, Luke Combs ou Morgan Wallen sont en train de tout rafler sur leur passage. Alors est-ce que l'industrie du disque est en train de transformer vos rappeurs préférés en chanteurs country ? Est-ce que les rappeurs ont vraiment leur place à leur tour dans ce nouvel univers qui est en train d'arriver? Et surtout, comment est-ce qu'un genre qui était encore considéré comme un truc de ringard il y a quelques années est en train de devenir le nouveau cool aux yeux des jeunes américains? Dans cette vidéo, je vous montre les signaux que vous aviez peut-être ratés pour observer ce nouveau phénomène et surtout, je vous explique pourquoi celui-ci était inévitable. Et pour comprendre ce qui est en train de se passer, revenons dans le passé aux origines de la country afin de comprendre d'où ça vient. En fait, si la country est intimement liée aux États-Unis, c'est parce que son histoire est clairement le reflet de l'histoire du pays en lui-même. Tout commence en particulier entre le 19e et le 20e siècle, pendant des vagues d'immigration venues d'Europe où différents peuples vont ramener leurs traditions et leurs instruments. Les Irlandais vont évidemment ramener leur violon typique des ballades irlandaises. Les Allemands vont ramener leur dulcimer, les Italiens vont ramener leur mandoline et les Espagnols vont ramener leur guitare. Toutes ces vagues d'immigration vont s'installer un peu partout sur le territoire, mais notre histoire, elle va commencer en particulier dans les montagnes Appalaches au centre du pays. À cet endroit-là, les musiques folkloriques européennes vont s'entremêler pour créer une nouvelle forme de musique qui sera la souche de ce qu'on appellera la folk music. C'est d'ailleurs en particulier le style de chant celtique qui est venu d'Irlande et d'Écosse également qui va vraiment marquer le genre de la country qui va venir. Je vous ai trouvé par exemple un extrait de Josh O'Keefe qui chante une vieille chanson irlandaise typique de l'époque et vous allez voir qu'on a déjà toute la base qui deviendra la country plus tard. You will find it, I think, if you take a wee drink with your mouth to the brink of a glass of whiskey. Et évidemment, toutes ces nouvelles communautés vont se regrouper tous les dimanches à un endroit où on ne peut pas rater l'occasion de se regrouper, évidemment la messe à l'église. Et à l'époque, les églises dans ce genre de cadre, c'est vraiment juste une église en bois avec plein de mecs qui chantent le gospel à l'intérieur. Et petit à petit, c'est comme ça que la spiritualité va rentrer de plus en plus souvent dans les textes de ce qui deviendra la country et marquer à jamais son ADN. Ajoutez à ça le fait que toutes les populations qui chantent ce genre de musique sont issues de la ruralité, c'est-à-dire que ce sont des campagnards, et du coup on se retrouve avec des thèmes très récurrents autour de la consommation d'alcool, la misère de la vie, et parfois, grâce à l'influence de la figure du cow-boy, un petit peu de thèmes autour de la solitude et du voyage, et ça y est, vous avez la souche de ce qui deviendra la country. Alors à ce moment-là de la vidéo, il faut que je fasse quand même une petite pause parce que depuis tout à l'heure je vous dis le mot country, mais en réalité à l'époque ça s'appelle pas encore de la country, les gens appellent plutôt ça de la hillbilly music. Et hillbilly, ça veut dire pecno, c'est-à-dire qu'on parlait plus de musique de pecno ou de plouc, en référence au fait que les consommateurs et chanteurs de ce genre de musique venaient tous de la campagne profonde. En fait, il a fallu attendre encore quelques années avant que ce soit l'industrie de la musique qui décide de catégoriser de manière plus propre les différents genres musicaux qui étaient nés au début du XXe siècle. Et la country music, c'est-à-dire la musique de la campagne, sera le nouveau nom de la hillbilly music. Parce que évidemment, hillbilly, c'était un peu trop péjoratif. On voit débarquer évidemment au tournant des années 20, eh bien, les businessmen qui veulent se dire, au lieu d'avoir ce genre musical qui va juste traîner de manière un petit peu itinérante dans les différents villages, pourquoi on ferait pas du pognon avec? Et oui, bienvenue en Amérique. Et donc entre 1922 et 1924, il y a plusieurs studios d'enregistrement qui vont commencer à produire des disques de hillbilly music et commencer à les commercialiser, dont un en particulier, un morceau de Vernon Dallart qui s'appelle The Whole Wreck of the 97, qui va cartonner à l'échelle du pays entier. Et à ce moment-là, mine de rien, ce genre musical, il est en train de devenir à la mode. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, et en particulier, une émission de radio qui sera fondée spécialement pour diffuser ce genre de musique, le Grand Ole Opry.
Et le Grand Ole Opry, c'est une institution aux États-Unis. C'est né à Nashville et donc c'est comme ça que la ville de Nashville est devenue la capitale mondiale de la country. Et encore aujourd'hui, c'est une émission qui est diffusée toutes les semaines. Aujourd'hui, ils ont carrément le Grand Ole Opry House, qui est un bâtiment dans lequel ils enregistrent l'émission qui ressemble littéralement à un monument. Tous les artistes country méga connus, leur seul rêve c'est de pouvoir un jour être diffusés par le Grand Ole Opry. Donc c'est vraiment la religion littéralement de tous les fans de country. Et d'ailleurs on les embrasse parce que cette année ils vont fêter leurs 100 ans puisque c'est né en 1925 très exactement. Bon, à partir du moment où le Grand Ole Opry commence à se lancer, la country va exploser dans le pays entier. Il va y avoir les premiers noms qui vont commencer à débarquer et devenir littéralement des stars, comme par exemple Uncle Dave Macon, qui est considéré comme une des premières stars propulsées par cette émission. Mais pour que la country commence à avoir un rayonnement international, il faudra attendre les années 30 et 40, avec l'essor d'un petit mouvement que vous connaissez peut-être, Hollywood. Et Hollywood, à l'époque, tous les films qu'ils produisent, c'est en grande partie des films de western parce que ça fait du fric le western. Et donc évidemment, quoi de mieux que de mélanger le western qui est très à la mode avec cette musique typiquement américaine qu'est la country. C'est comme ça qu'ils vont créer la figure du singing cowboy. Donc le singing cowboy, c'est tout simplement un héros intrépide qui est armé d'un flingue avec un grand chapeau de cowboy et surtout qui chante à longueur de temps de la country entre deux aventures. Et en fait, le pouvoir d'Hollywood, ça a été vraiment de propulser cette figure du singing cowboy à travers le monde. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, quand on pense country, on pense à un cowboy, littéralement. Alors qu'à la base, les premiers qui jouaient de la musique folk et country, c'était plutôt des campagnards, ils n'avaient pas vraiment de look cowboy. Et donc avec tout ça, c'est comme ça que le mythe américain est né, que la figure du singing cowboy se répand, et que finalement la musique country ne devient pas seulement une musique, mais bel et bien la bande-son officielle du rêve américain. Mais là où ça va changer vraiment beaucoup pour la country, ça va être dans la seconde partie du XXe siècle, dans les années 50, lorsque de plus en plus de petits jeunes vont être influencés par ce mouvement et vont commencer à créer leur propre mouvement. Il y en a 3 par exemple qui sont typiquement issus de la country et qui ont ensuite créé leur propre histoire. Johnny Cash, Jerry Lewis et un certain Elvis Presley. You ain't nothing but... Alors évidemment, c'est juste quelques exemples comme ça, il y a plein d'autres mecs qui ont été influencés par la country, mais ces gars-là, ils vont créer une nouvelle vague au milieu des années 50 qui s'appelle le rock'n'roll. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le rock'n'roll, ça a donné un sous-genre du rock qui s'appelle le rockabilly. Et rockabilly, c'est la fusion entre le mot rock'n'roll et le mot hillbilly, qui est l'ancien nom de la country, et ça a donné rockabilly. Le problème pour la country, c'est qu'en vrai, ce phénomène-là, il va exploser tout sur son passage. Le rock'n'roll, ça devient vraiment le mouvement préféré des jeunes, et surtout, ça va créer des petits dans les années 60 puis 70, avec le blues rock des Rolling Stones, l'arrivée des Beatles, et finalement, la country, elle disparaît aux yeux du monde parce que tout le monde ne jure que par le rock. Malgré tout, la country développe encore un petit peu plus ses légendes, un petit peu en petit comité. Il y aura tout de même des grosses figures qui vont exploser, comme Willie Nelson par exemple, qui est extrêmement connu, ou alors Dolly Parton aussi, qui est considérée comme la chanteuse country par excellence. Mais là où ça va commencer à partir en couille et qu'on va commencer à s'approcher de notre sujet, c'est à partir des années 90, où là vraiment la country va complètement changer et l'industrie musicale va lancer une nouvelle manière de faire de la country complètement édulcorée et surtout à but totalement mainstream, la pop country. Let's go, girls. Et alors la pop country, ça n'a pas plu du tout aux puristes de la country, c'était beaucoup trop édulcoré, beaucoup moins authentique, et surtout, ça se sentait que le but c'était de faire un max de pognon avec, tout simplement. Et avec l'arrivée de la pop country, l'archétype du country boy, qui était vraiment un gars de la campagne, est en train de s'urbaniser, et petit à petit, il va switcher du look cowboy vers un look plutôt trucker, c'est-à-dire camionneur, avec des jeans bien serrés, des casquettes assez modernes, des vestes très trendy, et puis surtout, des gros camions qu'il balade dans les villes du Texas. Et financièrement, ça marche, parce que les Américains, quand il s'agit de faire du pognon, ils savent le faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, clairement, la country pop devient une des country les plus répandues dans le monde et fait un carton partout sur la planète. Sauf que du coup, l'effet qui se coule, ça a été que, malgré que ça ait fait du fric, ça a surtout ringardisé à mort le mouvement. Et ouais, parce que notamment en Europe, de plus en plus de gens se disent « Mais en fait, putain, la country, c'est clairement un truc de beauf, finalement ».
Et en même temps, quand tu vois les clips et les textes, il y avait de quoi se dire ça, clairement. Et le pire, c'est que c'est pas fini, parce que là, on arrive au milieu des années 2000 avec la naissance de la bro country. Et la bro country, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous prenez la pop country et vous mettez les potards à 2000%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un mélange de pop country avec la bro culture. Et la bro culture aux États-Unis, grosso modo, ça vient des universités, ça vient des fraternités dans les universités, et c'est toute la culture très masculine, toxique, qui règne dans les universités avec des mecs très musclés qui aiment le sport, qui aiment les filles, qui aiment la bière et qui aiment les grosses voitures. Pour vous donner des noms d'artistes par exemple qui sont liés à tous ces mouvements, la pop country, un des fiers représentants de ce mouvement, c'est Billy Ray Cyrus. Et Billy Ray Cyrus, c'est le père de Miley Cyrus. Et pour ce qui est de la bro country, il y a des noms qui ressortent tout le temps comme Florida Georgia Line, qui est un groupe de bro country ultra beauf qui fait des clips sur le toit de gros camions avec des gonzesses en mini-short. C'est le cliché par excellence, c'est vraiment une souffrance à regarder, vraiment. Il y a aussi un mec qui a fait des centaines de millions de vues avec la bro country et qui est considéré comme un des pionniers, qui s'appelle Luke Bryan, qui lui explose au début des années 2010 et encore maintenant, lui-même a un peu de mal à se détacher de cette image de bro country un peu beauf. Mais bref, ce mouvement bro country, il va entacher une bonne fois pour toutes la réputation de la country, puisque évidemment il fait l'éloge du sexe, de la fête, des gonzesses, de la bière et des grosses voitures, des gros camions, des gros pick-up. Et forcément, à travers le monde, cette réputation, elle se fait sentir. Ça y est, la country, c'est un truc de merde, de gros, beauf, insupportable et conservateur. Mais là, souvenez-vous que dans notre histoire, on a passé les années 2010 et il va se passer quelque chose de très important dans les années 2010, à la toute fin en 2019, avec un morceau que vous avez forcément déjà vu, qui s'appelle Old Town Road de Lil Nas X. Et ce morceau, c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière à l'époque parce qu'il mélange justement une esthétique de la trappe d'Atlanta, qui est la ville d'origine de Lil Nas X, et il vient mélanger des airs et des samples de country typiques. Le morceau explose notamment grâce à TikTok qui fait une trend de ouf dessus et qui va instantanément propulser des milliards de vues sur le morceau. Mais surtout, il y a des polémiques aux États-Unis qui vont sortir. Il y a deux questions notamment qui vont émerger suite à ce morceau. La première, c'était à propos de la couleur de peau de Lil Nas X qui a fait beaucoup débat parce que la country est considérée comme de la musique blanche et Lil Nas X, lui, était noir. Et la deuxième, c'était surtout de se dire est-ce qu'on peut catégoriser ce genre musical comme étant de la country étant donné qu'il emprunte énormément au code du hip-hop. Bon, pour ce qui est de la première question, en vrai, elle est complètement conne et elle a même pas lieu d'être et on va débunker ça très rapidement. Tout d'abord, un truc tout bête, mais le banjo, vous voyez, l'instrument qui est le cliché du joueur de country par excellence, ça vient d'Afrique en fait. À la base, c'est basé sur le ekonting qui a été ramené par les immigrés africains pendant l'esclavage, qui a été modifié et qui a créé le banjo. Pareil pour le gospel qui est clairement à l'origine de toute la souche de ce qu'est la country. Le gospel, c'est une musique qui est profondément afro-américaine à la base. Et en fait, la raison pour laquelle on a séparé le mot country du mot blues, c'est que pour des histoires de ségrégation au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'industrie de la musique, ils ont besoin de faire catégoriser la musique pour les noirs et la musique pour les blancs. Parce que évidemment, comme tout le monde est séparé dans le monde qu'est l'Amérique après la fin de l'esclavage, eh bien, il faut aussi séparer les genres musicaux par couleur. Et c'est comme ça que l'industrie va artificiellement créer une catégorie par les noirs pour les noirs qui s'appelle le blues et une catégorie par les blancs pour les blancs qui s'appelle la country. Mais en vérité, si on remonte à la racine, c'est le même mouvement quasiment. Donc en fait, il y a eu autant de noirs que de blancs qui ont contribué à l'existence de ce genre musical. Même un mec comme Ray Charles, par exemple, dans les années 60, qui n'était pas forcément connu pour faire de la country, il a fait des morceaux de country lui-même. Donc évidemment, quand le débat revient en 2019, en fait, il n'a pas du tout lieu d'être, parce que c'est juste une preuve de manque de culture par rapport au mouvement que c'est la country et toutes les affiliations qu'il a avec le blues, voire le jazz et même la folk, tout simplement. Et pour ce qui est de la deuxième question qui est de catégoriser ce morceau comme country, en fait, il n'y a pas trop de problème avec ça parce que ça fait depuis la nuit des temps que le hip-hop et la country ont été mélangés. Par exemple, dès les années 90, avec Cowboy en 1998, Kid Rock, qui est une grosse figure du rap country, il avait déjà mélangé les deux. Et à l'époque, pour le coup, ça posait pas de problème parce que Kid Rock, c'était un petit barbu blanc avec des gros chapeaux. Et du coup, ça passait crème. Et Kid Rock, en vrai, c'est pas le seul à l'avoir fait. Il a influencé plein d'autres types dans les années 2000 et 2010.
Par exemple, un gars comme Yellow Wolf, qui a commencé sa carrière en 2005, il est clairement influencé rap country. Et il le dit lui-même, c'est grâce à Kid Rock. D'ailleurs, si vous voulez remonter plus loin, il y a même des morceaux dans les années 80, comme Raps Blowfly par exemple, qui sont des morceaux de rap funk mélangés à des esthétiques, à des sonorités et à des textes clairement influencés country. Donc oui, le country rap, il existait déjà depuis très longtemps, et à partir du moment où on accepte de se dire que c'est un sous-genre du hip-hop et de la country, bah en fait, il peut tout à fait se placer dans les deux catégories. Il peut être considéré comme de la country et comme du rap. Il n'y a pas de problème. Après, c'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, et d'ailleurs les commentaires sont là pour que vous puissiez le donner, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais bon, au final, ce débat, il a été un peu court-circuité, puisque très rapidement, Old Town Road aura droit à un remix, avec une qualité audio bien plus propre, et surtout un gros clip qui passera le milliard de vues, et ce remix, il verra un invité s'ajouter au morceau, qui n'est autre que, encore lui, Billy Ray Cyrus, le daron de Miley. Et oui, parce que Billy Ray Cyrus, c'est vraiment devenu entre-temps un gros poisson de la country, et le mec est partout. Et le fait que Billy Ray Cyrus débarque suite à cette polémique et dise « bah moi je m'en fous, voire même je vais faire une collaboration avec lui », bah c'est clairement un adoubement pour Lil Nas X, et ça va ouvrir les portes à un mélange entre les rappeurs et les chanteurs country pour faire de plus en plus d'hybridation dans leur musique. Et suite à ça, il y a eu des trucs incroyables qui ont eu lieu, il y a des gens qui se sont permis des dingueries, je pense notamment à un mec comme Jelly Roll par exemple, qui avait commencé sa carrière de rappeur autour de 2010-2012 à peu près, et qui avait toujours été un rappeur un peu de seconde zone. Il avait vraiment jamais pété à l'international, et à partir de 2020, Jelly Roll, il a complètement switché et il s'est mis à faire que de la country à 100%. Et figurez-vous que son switch, il a payé, parce que le mec, depuis qu'il fait de la country, il a jamais eu autant de streams. Faut se dire que en 2023 par exemple, il a gagné un Country Music Awards, et d'ailleurs il a fait un putain de discours que je trouve incroyable, je vous le mets parce qu'il est vraiment énorme. There is something poetic about a 39-year-old man winning New Artist of the Year. I don't know where you're at in your life or what you're going through, but I want to tell you to keep going, baby. I want to tell you success is on the other side of it. I want to tell you it's going to be okay. I want to tell you that the windshield is bigger than the rearview mirror for a reason, because what's in front of you is so much more important than what's behind you. D'ailleurs, il s'est pas arrêté là, parce que Jelly Roll, il a carrément été sélectionné aux Grammys après. Enfin bref, il a eu un album en 2023 qui a fait un carton et que personnellement je trouve incroyable. Allez l'écouter, il est génial. Aujourd'hui, Jelly Roll, il a même embarqué son pote MGK. Je sais pas si vous vous souvenez de MGK, qui s'appelait Machine Gun Kelly à l'époque, qui avait fait un beef avec Eminem et tout. Et bah MGK, il avait eu une période rap très longue. Ensuite, il s'était mis au punk rock. Et maintenant, MGK, bah il fait que de la country avec Jelly Roll. Dans un autre genre, il y a Teddy Swims aussi, qui à partir de 2022 s'est mis à exploser aussi, qui lui fait un mélange subtil entre ses influences soul avec des influences country, et ça marche de ouf. Il a sorti notamment un morceau qui s'appelle Bad Dreams, il me semble, qui est incroyable et qui cartonne tout autour du monde. Et franchement, je pourrais vous en citer plein d'autres, mais ça ferait une vidéo de 2h30 et on n'est pas là pour ça. Mais surtout, on va se concentrer sur l'année 2024, qui a été vraiment un gros morceau pour ce renouveau de la country. Déjà aux États-Unis en 2024, il y a Zach Bryan qui est devenu un des plus gros idoles de toute la jeunesse américaine. Il est BG, il est cool, il est revenu à une country authentique et simple qui touche vraiment tout le monde. Il y a aussi Luke Combs qui a fait sensation aux Grammy Awards en reprenant Fast Car en direct avec Tracy Chapman. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais Tracy Chapman, c'est quand même une meuf qui est une légende de la musique, qui ne s'était pas produit en public depuis 10 ans. Eh bien, Luke Combs, il est tellement puissant qu'il est capable de réveiller des géants comme elle pour qu'elle vienne se produire en direct sur les Grammy Awards. Et la séquence est incroyable. Mais surtout, je pense que vous l'avez vu venir, il y a eu aussi un album très important pour la country et le rap, qui n'est autre que Cowboy Carter de Beyoncé. Et Cowboy Carter, déjà, c'est un album hommage que Beyoncé fait à la country. À l'intérieur de l'album, il y a évidemment des sonorités un peu hip-hop, mais dans l'ensemble, c'est vraiment de la country très authentique. D'ailleurs, il y a carrément des invités qui sont des légendes de la country, donc ça prouve un vrai respect pour le mouvement de la part de Beyoncé. Elle a invité Willie Nelson et Dolly Parton notamment, et elle a même invité Linda Martell, qui est une des premières chanteuses de country afro-américaine, qui avait énormément subi le racisme au début de sa carrière. Et même le titre de l'album, Cowboy Carter, c'est un vrai hommage et un vrai signe de respect envers l'histoire de la country, parce que vous vous dites, oui, Cowboy Carter, c'est un jeu de mots
boulot avec le fait que son nom de famille à elle, ça soit Carter parce qu'elle a épousé Sean Carter aka Jay-Z. Mais ça s'arrête pas là parce qu'en réalité, elle fait aussi référence à la Carter Family. La Carter Family, c'est une des premières familles à avoir fait exploser la country à l'échelle nationale. Dans les années 30, la Carter Family, c'est vraiment parmi les plus connus en fait des artistes country. Et d'ailleurs, c'est tellement encore aujourd'hui une dynastie que y a toujours les descendants de la Carter Family qui aujourd'hui font de la country à leur tour. Pour vous donner un ordre d'idée, la fille de la Carter Family, June Carter, dans les années 60, elle s'est mariée avec un petit gars dont on a déjà parlé dans la vidéo, un certain Johnny Cash. Donc là, on est vraiment sur du pédigré familial qui est Cali de chez Cali, c'est-à-dire qu'ils sont loafés quoi, tu vois. Et en donnant un titre comme ça à son album, clairement, elle fait un clin d'œil à tous les vrais fans de country en leur disant « je connais le mouvement et je le respecte ». Mais ce qui est génial, c'est qu'avec tout ça, c'est un album qui est pas tourné vers le passé, c'est aussi un album qui est très moderne, notamment qui invite des nouveaux noms de la country beaucoup plus jeunes. Parmi eux, il y en a un qui est cher à mon cœur puisque il est l'auteur de mon album préféré de l'année 2024. Il s'appelle Shaboozey. Et tout comme ce que je vous ai raconté sur Jelly Roll, sur MGK, sur Post Malone, Shaboozey, c'est un ancien artiste hip-hop. Initialement, il avait déjà une affinité avec la country, mais il faisait surtout de la musique qui était rap en réalité. Alors il avait déjà commencé le virage légèrement avec son album Cowboys Live Forever and Outlaws Never Dies, mais à l'époque c'était plutôt du rap country, c'est-à-dire que c'était vraiment des instrumentales qui étaient vraiment trap, et lui il rappait dessus pour la plupart du temps, et de temps en temps il y avait quelques samples de guitare qui étaient un peu country. Là, depuis 2024, le mec a fait son virage à 100%, exactement comme Post Malone a fait avec F1 Trillion. Il a sorti son album Where I've Been Isn't Where I'm Going. Putain, mais catastrophique l'accent. Et dans cet album, il y a le son de l'année 2024. Et en vrai, si vous êtes passé à côté, c'est très dommage, mais c'est pas grave, on va réparer ça. Dans cet album, il y a le single qui s'appelle A Bar Song. Et A Bar Song, c'est pas n'importe quoi, parce que A Bar Song, c'est numéro 1 du Billboard pendant 19 semaines consécutives. Est-ce que c'est correct? Pour vous donner un ordre d'idée, parce que vous semblez pas vous rendre compte du truc, 19 semaines consécutives numéro 1 du Billboard, le dernier record qui a atteint ce genre de stats, c'est Old Town Road de Lil Nas X. Donc oui, Shaboozey est clairement rentré dans la légende aussi puissant que Lil Nas X. Sauf que Lil Nas X, la réalité c'est qu'en vrai, il a 2-3 morceaux qui sont bons. Shaboozey, tout l'album est incroyable, c'est tout. Et évidemment, comme le mec est trop chaud et qu'il a explosé partout, il est présent non pas sur un morceau mais bien 2 morceaux de l'album de Beyoncé. En plus de ça, il a été invité par GQ et élu homme de l'année, rien que ça. Bref, vous l'avez compris, la country est en train de vivre un revival et beaucoup d'artistes qui ont contribué à ce revival viennent du hip-hop, c'est ça qui est fou. Alors clairement, je suis pas en train de dire que le hip-hop va disparaître et que la trap va s'arrêter, mais en tout cas, une chose est sûre, il faudra compter sur les influences de la country dans l'avenir sur de plus en plus d'artistes rap. J'aurais pu vous parler de plein d'autres phénomènes autour de la country, comme par exemple Steven Wilson Jr. qui, il y a quelques semaines, a sorti une reprise incroyable du morceau Stand By Me version country qui a fait le tour du monde. J'aurais pu vous parler aussi des origines de Taylor Swift qui sont clairement influencées country, elle a commencé sa carrière là-dedans. Et j'aurais même pu vous parler de l'album de Lana Del Rey de 2025 qui est résolument country également. Bref, il y a énormément d'exemples, mais on va pas faire le tour de tout ça, je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, si vous êtes curieux de découvrir cette nouvelle manière de faire de la country et le côté jeune un petit peu et vent de fraîcheur que ça apporte sur la musique, je vous ai créé une petite playlist Spotify qui s'appelle New Country. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir découvrir plein de noms que moi j'ai adoré découvrir. Et franchement, ça fait un bien fou d'entendre cette authenticité et ce retour d'un mouvement qui, en fait, il y a quelques années, je le considérais comme pas intéressant et ringard. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un truc qui a une belle histoire et qui est rempli de belles idées et de beaux artistes. Donc je suis super content de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Et évidemment, si vous voulez plus de formats de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez apprécié, à partager cette vidéo à des gens qui pourraient être intéressés par ce genre de sujet. Mais surtout, abonnez-vous, parce que sinon vous risqueriez de rater les prochains épisodes et ce serait dommage. Allez, à la prochaine, ciao!